Les déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de l'actualité de notre média, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Écrivez-nous, parlez des déviations autour de vous et dites-nous que vous nous aimez. Les déviations sont une aventure collective. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Si l'objectif dans la vie, c'est de devenir un consommateur premium, c'est nul. On parlait tout à l'heure de ce que j'aurais pu devenir si j'avais pas bifurqué, si j'avais pas lâché la rampe comme ça. Je serais peut-être un type qui discute des miles qu'il a sur son programme de fidélité Air France avec ses copains à table. J'ai pas tellement envie d'être ce type-là. Écouter les autres, recueillir leurs paroles, leurs souvenirs pour les retranscrire, les transmettre, c'est la voie qu'a choisie Stanislas. Stanislas était un soldat du marketing. Il travaillait pour L'Oréal, et puis il a quitté le business des crèmes et des parfums pour se construire une autre histoire. Une vie qui raconte aujourd'hui celle des autres. Je m'appelle Stanislas, j'ai 42 ans et je suis biographe. Je suis issu d'une famille de militaires, d'officiers. Mon père est officier dans l'aviation légère de l'armée de terre. Il est pilote d'hélico, il est officier, et les codes de vie de l'armée sont omniprésents dans mon éducation. Mon grand-père maternel est militaire aussi, j'ai des oncles militaires, j'ai des cousins militaires. Enfin, ça imprègne très fortement l'esprit familial, avec une certaine vision de l'armée, qui est un peu une vision vieille école. C'est-à-dire, c'est forcément... officier, c'est plutôt la cavalerie, ça correspond à un univers traditionnel de l'armée. C'est cette version-là, et ça infuse vraiment l'esprit familial. Moi, j'ai très tôt la conviction que je ne veux pas être militaire. Je passe mon bac en province, à Verdun, et étant plutôt bon élève, ayant envie de voyager, de bouger, de gagner correctement ma vie, j'ai pas d'autre idée que celle de faire une école de commerce, parce que c'est peut-être le truc bling-bling des années 80, le businessman, je sais pas quoi, le costard-cravate, la réussite, quoi. Je m'oriente assez logiquement dans cette voie-là, sans avoir pour autant d'idée absolue de ce que ça représente. J'ai pas un modèle à suivre, mon père a pas fait ça, j'ai pas un grand frère qui a fait ça avant moi, et donc je me retrouve en prépa à Paris. Et là, à force de travail, je parviens à avoir le niveau requis pour ces concours qui sont hyper difficiles, et je suis admis à l'ESSEC comme un naufragé, quoi. Enfin, c'est waouh, j'ai réussi. Et donc, à partir de là, je vais me mettre à cautionner complètement tout ce système qui m'a pas été imposé par ma famille, que je me suis construit tout seul, et dans lequel j'ai réussi à me faire une place, alors qu'a priori, j'y étais pas forcément invité, quoi. Je rentre chez L'Oréal en mars 2000. Je suis pas encore diplômé, donc ça c'est magnifique. C'est une période où, avant d'avoir son diplôme, on est déjà embauché. Il y a en gros 4 ou 5 orientations possibles pour tout le monde. Le marketing, la finance, le conseil, l'audit, et puis un dernier truc qui doit rassembler ceux qui savaient pas trop quoi faire ou qui n'ont pas été pris dans les bonnes boîtes. Enfin, c'est un peu l'idée qu'on se fait quand on est en école de commerce. C'est qu'il faut forcément, à l'époque, ça a sûrement changé un peu maintenant avec davantage de gens qui veulent monter leur boîte, les startups et tout ça. Mais à l'époque, c'était vraiment comme ça. Et au sein de ces 5 branches possibles, il y a 3 boîtes par branche. C'est-à-dire que si on veut faire du marketing, c'est forcément chez Nestlé, chez L'Oréal ou chez Procter. Et ceux qui n'y arrivent pas se retrouvent dans des boîtes dont on considère tous qu'elles sont un peu moins bien. Et puis ceux qui bossent dans des boîtes dont on ne connaît pas le nom, alors là, c'est carrément le naufrage, quoi. L'Oréal, c'est vraiment une boîte où j'ai ressenti une certaine violence dans les échanges, dans l'ambition qu'il faut montrer, dans cette compétition assez claire. J'ai eu des moments qui m'ont semblé difficiles à ce moment-là. Mais je m'accrochais, il fallait bien. Si tu te plains, c'est plutôt en rigolant, et puis finalement tu t'aperçois que dans ton entourage, ceux qui ont suivi le même chemin que toi se font fouetter aussi, qui bossent chez KPMG, chez Morgan Stanley, enfin, voilà. En gros, tout le monde en prend plein la gueule, c'est normal, on vient de commencer à bosser, on est sur des jobs exigeants, dans des entreprises plutôt en vue.
Enfin, c'est pas le diable s'habille en Prada, quoi, mais c'est un peu ça. C'est, bah voilà, si tu veux une place au soleil, elle est chère, donc bats-toi. Finalement, j'y trouve pas vraiment mon compte. Il me manque quelque chose. Je vois pas l'utilité profonde de ce que je fais. Je vois pas le sens profond de ce qu'on fait. Et mon supérieur me fait pas rêver. Le chef de mon chef me fait pas rêver. J'ai pas envie d'avoir sa vie. J'ai pas envie de devenir brutal ou cynique s'il faut un jour être le patron, quoi. Ça me dit rien et surtout dans un domaine qui m'inspire pas plus que ça finalement. Je crois que j'ai retourné le truc dans ma tête le jour où je me suis dit que probablement 99,9% des gens heureux sur Terre ne travaillaient pas chez L'Oréal. Ça ne veut pas dire que travailler chez L'Oréal rend malheureux, mais ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de ça pour être heureux. Et je quitte L'Oréal en juillet 2002, donc moins de 3 ans après. Et cette décision de quitter cette entreprise se fait après... tout bêtement, une semaine de vacances, à prendre un peu de distance avec tout ça, à Madrid, où je vais voir des copains, je passe une semaine là-bas, et à mon retour, je suis convaincu que je ne vais pas rester chez L'Oréal. C'est hyper particulier de donner sa démission quand on est dans une boîte comme ça, dont on a l'impression, et on te le dit tout le temps, qu'il y a du monde qui gratte à la porte pour y rentrer. Et tu te dis en permanence, je vais pas faire l'enfant gâté qui crache dans la soupe et qui sort de lui-même de cet univers qui est très bien. Arrête de te plaindre, arrête de prendre ton pouls toutes les 2 secondes et de demander si tu es heureux. Oui, tu l'es, ça va. Et en fait, c'est aussi des œillères qu'on se met. J'ai pris cette décision qui est hyper compliquée à prendre la première fois. Comme plein d'autres premières fois, on s'en fait une montagne. Je me souviens être très très angoissé au moment d'annoncer à ma directrice marketing que ce jour-là, je donne ma démission, que j'ai préparé ma lettre, que ma décision est prise. On retient son souffle, on a les mains moites, on est un peu la gorge un peu nouée, on dit ça et tout à coup, on s'enlève un poids hallucinant des épaules et de manière assez dingue, son regard sur moi à ce moment-là change. Je me souviens que ma directrice marketing, qui avait toujours tendance à être un peu avoir cette espèce de position un peu dominante, quoi. Tout à coup m'a regardé presque avec, je sais pas si c'était de l'envie, de me dire waouh, il ose. Et j'ai ressenti une forme de considération ou de respect à ce moment-là qui a dû s'enlever très très vite, mais il s'était passé quelque chose. Je suis parti, c'est un peu comme si j'avais plaqué une super jolie fille qui me rend pas heureux, mais voilà, et c'est un peu l'image que je me donne. Je reçois à ce moment-là énormément de témoignages de sympathie. C'est génial que tu le fasses, c'est super. Oui, c'est vrai, il faut que tu ailles tenter autre chose. C'est dommage, on aurait bien aimé que tu restes dans la boîte, mais t'as raison, suis ta voie, etc. On entend ça. Mais on lit entre les lignes et on se dit, ils attendent tous qu'une chose, c'est que je me plante. J'ai démissionné, donc je ne touche pas le chômage. J'ai récupéré une petite somme en partant de ma boîte, l'intéressement, la participation, ce genre de trucs, et je vis un peu avec ça. J'écris pour des boîtes de prod, et donc je suis hyper mal payé. C'est très aléatoire, mais c'est amusant, et puis je fais de la musique avec un groupe de copains. Et donc pour moi, cette période dure à peu près 2 ans. Elle est le premier signe que ce monde du salariat des grosses boîtes me convient pas totalement, que j'ai envie de faire un peu autre chose, en me disant que j'avais des bases scolaires, ou en tout cas... professionnel qui me permettrait de retomber sur mes pattes et que j'avais envie de laisser cette première voix parler un peu pour tenter autre chose. En juillet 2004, le 3 juillet 2004, dans le Jura, je tombe sur une nana qui est un peu différente de tout ça et qui est ravissante et qui me raconte ses voyages en Inde, le fait qu'elle a appris dans le Tamil Nadu, donc dans le sud de l'Inde, qu'elle a appris aux langues orientales le tamoul pour pouvoir communiquer avec les gens, qu'elle s'intéresse à la vie des familles intouchables, aux rites de passage, à la manière dont on vit quotidiennement, enfin des choses comme ça. Et moi, ça me sort complètement de tout cet autre monde dans lequel j'étais. Et il faut dire qu'à ce moment-là, notre rencontre donne quelque chose.
Si j'étais resté le jeune chef de produit un peu formaté que j'étais au début, je l'aurais pas intéressé du tout. Donc j'ai bien fait de me métamorphoser un petit peu pendant 2 ans. Ça m'a donné plus de chances de lui plaire à ce moment-là, ou en tout cas de l'intéresser un peu. Et après, de me laisser aussi, moi, transformer par elle, sans que ce soit une transformation volontaire ou brutale ou dite comme ça, mais c'est le soft power de l'amour, ça. Ouh 3 mois après notre rencontre, elle repart pour 6 mois en Inde. Donc là, c'est à nouveau un peu un questionnement. C'est en tout cas une épreuve pour nous deux. Et on dit que l'absence est à l'amour ce que le vent est au feu, et qu'il éteint les petits et attise les grands. Ça a fonctionné comme ça. Et à son retour, j'avais une espèce de certitude qu'elle était la femme de ma vie. Et finalement, au bout de 2 ans d'une forme d'errance assez naïve, je retourne dans ce système plus rassurant en étant salarié à la 20th Century Fox, qui me rassure moi, qui rassure aussi mes parents, parce que on est aussi le fruit de son éducation et de ce que projettent ses parents. Et le fait que je sois diplômé d'une école de commerce était très rassurant pour eux. Que je travaille dans une boîte comme L'Oréal, très identifiable tout de suite. Mon fils travaille chez L'Oréal. Waouh, ok, très bien. Mon fils essaye de faire de la musique, il bosse pas, je sais pas ce qu'il fait, il a un diplôme, il s'en sert pas. C'est beaucoup plus angoissant pour... Et donc, voilà, je retombe sur mes pattes dans un job qui est tout aussi conventionnel que le premier, mais dans une boîte dont j'ai l'impression qu'elle l'est moins, et qui en fait l'est tout autant. Au même moment que tout ce questionnement sur mon métier à moi et l'avenir, une opportunité de travail pour Amélie, ma femme, s'est révélée à 200 km de Paris, en province, à côté de Blois, où on habite aujourd'hui. Tout ce système se met en place à peu près à ce moment-là, tout s'aligne, et le fait d'avoir, au moment où je quitte Paris, une fille qui a 1 an et demi, je me dis qu'elle n'a plus beaucoup d'occasions d'apprendre l'histoire de ses grands-parents si moi je ne la lui raconte pas. Au moment où on donne la vie, on prend conscience de sa propre disparition un jour. C'est le cycle normal des choses. Et j'ai pas envie d'être juste une date de naissance et une date de mort. J'ai envie qu'entre les deux, il se passe quelque chose et qu'on puisse en parler un peu et que ça puisse être raconté. Tout ça me donne l'idée de lancer une entreprise qui écrive l'histoire des gens. Et donc ma première biographie, ça a été ma propre grand-mère maternelle, qui au début était assez réticente à faire le cobaye pour moi, parce que ma méthodologie était peut-être pas complètement au point, parce que j'avais un rapport peut-être un peu trop direct avec elle. C'est peut-être plus facile de se livrer à quelqu'un qu'on connaît pas, ou voilà. Mais j'avais vraiment à cœur qu'elle raconte son histoire. Et puis elle se disait aussi que dans notre famille, il y avait cette espèce de mythologie familiale, de culture familiale assez forte, où donc tout le monde connaissait déjà son histoire à elle, et qu'il n'y avait pas de questionnement possible. Et en fait, dans nos entretiens, elle a bien vu qu'il y en avait plein des questionnements, et une fois que ces entretiens ont été retranscrits, qu'elle a pu s'y replonger, elle a vu que tout ça avait une cohérence, avait un intérêt, et à la fin, elle s'était complètement approprié ce projet, et quand le livre a été distribué à mes cousins, cousines, et oncles et tantes, etc., c'était devenu son projet à elle totalement. C'est-à-dire qu'elle posait des questions, elle voulait qu'on parle de ça, elle demandait « Bon, alors, t'as lu mon bouquin ? Oui, bon, qu'est-ce que tu veux savoir ?» Enfin, elle était devenue autobiographe. Au moment où j'écris la biographie de ma grand-mère avec elle, j'ai déjà travaillé tout mon business plan sur cette idée de créer une société de services, d'accompagnement à la rédaction et à l'édition de biographies pour les particuliers, partout en France. Et donc, dans ma tête, il y a d'un côté une méthodologie de l'entretien avec une grille, un canevas, des questions, etc. Un modèle de restitution du texte en reprenant la personnalité de celui qui s'exprime. Enfin voilà, donc ça c'est le comment. Et ensuite, de fédérer un réseau de freelance qui couvre tout le territoire avec des gens qui aient des compétences transférables pour réaliser des biographies. Donc des gens issus de la psychologie, des sciences humaines, des lettres, de tous ces univers-là, du journalisme évidemment, avec des compétences professionnelles avérées dans la conduite d'entretien, dans la rédaction, et des qualités humaines leur permettant, alors ça c'est d'après moi, hein, mais leur permettant de s'adapter à tout type de personnalité, de comprendre des situations très différentes de leur propre situation à eux, et
et ayant un minimum de curiosité culturelle ou de culture générale pour pouvoir rentrer dans des univers hyper différents. Et je veux démocratiser le fait de faire écrire sa biographie. Ça, c'est mon idée business. Mais ce qui est un peu dingue aussi dans le fait de bifurquer comme ça et de créer son métier, c'est qu'à la différence d'un poste salarié où on vous dit quoi faire, où on vous dit ce que faisait votre prédécesseur et en gros, il va falloir faire la même chose éventuellement en mieux, là, tout est à inventer. Et puis, il y a une part de bluff au début parce qu'on se lance dans un métier qu'on ne connaît pas vraiment. On va avoir un premier client qui doit surtout pas savoir qu'il est le premier client parce que sinon, il ne viendrait pas. Et moi, je me suis jeté dans ce nouveau métier avec au début beaucoup d'envie, peut-être des compétences transférables et un grand sentiment d'usurpateur. Parce que j'étais en train de créer un métier, de m'auto-proclamer sur un métier qui était en réalité un métier que je ne savais pas encore faire. Je crois que le parcours qui commence à l'école s'imprime dans une première étape avec des maîtres et des professeurs, des gens de rigueur et d'exigence, des déclencheurs qui vous ouvrent à la vie, des révélateurs. Et puis il y a aussi les amitiés, les tandems, les complicités, les complémentarités dans le travail. Je crois que tout au long de sa vie, constamment, on débouche sur d'autres qui vous appuient et vous aident, vous tendent la main, nourrissent votre confiance, vous encouragent et vous donnent votre chance. C'est ce qui permet de donner des coups d'accélérateur à sa vie et qui, rétrospectivement, en dessine la trajectoire. Au soir de mon existence, c'est avec mes parents, ma famille et les amis du premier cercle, à eux aussi que je pense. Ça, c'est un monsieur qui a raconté tout son parcours et qui, à la fin, se dit que le sens de son existence, ça a été de faire des rencontres et d'inspirer peut-être quelque chose à quelqu'un et de suivre une voie qui se traçait. Et qu'en fait, voilà, nos trajectoires sont toujours un petit peu aléatoires. Et puis, il y a une rencontre qui va déterminer quelque chose. Et je pense que ne pas savoir tout le temps ce qu'on va faire le lendemain, ne pas savoir tout le temps où on va, faire un peu confiance au hasard, c'est pas forcément mal. C'est-à-dire que l'époque oblige un peu à prévoir les choses, à les organiser, à les structurer, à avoir un business plan pour tout. Pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment indispensable de toujours savoir où on va ? L'aventure est belle aussi quand on va vers l'inconnu. Après, c'est une nature. Je pense que dans mon enfance, le fait d'avoir déménagé tous les 2 ou 3 ans parce que mon père était dans l'armée, parce qu'il était muté dans une nouvelle garnison, un nouveau régiment, etc., ça a fait que j'avais moins peur de la nouveauté, de l'inconnu. J'étais tous les 2 ans le nouveau à l'école. J'arrivais dans une classe, tout le monde se connaissait, moi j'étais nouveau. J'arrivais dans une ville où on n'avait aucun repère. Ça a été le cas en France, en Allemagne, dans les Émirats Arabes Unis. Donc tout ça m'a donné, je pense, une forme de souplesse ou de capacité d'adaptation ou de capacité d'acceptation de la nouveauté. Mais on se fait toujours forcément une montagne des choses qu'on ne connaît pas. La démission, l'indépendance, les aléas aussi. Et en fait, on est plus armé, plus adaptable et plus caméléon qu'on veut bien le penser. Et en gros, l'idée d'aller prendre le temps de monter ce projet tranquillement en province, plutôt que d'être stressé à Paris en montant une start-up qui devait tout de suite gagner de l'argent, pour laquelle il faudrait que j'aille chercher des fonds, etc. Enfin, j'étais pas du tout dans ce modèle-là. J'allais pas créer une start-up dans la bulle Internet comme un fou. C'était vraiment pas l'idée. C'était de faire un truc qui soit riche de sens, qui me corresponde et le faire le mieux possible, en fait. Il faut une forme quand même d'insouciance. Et voilà. Et moi, j'avais conscience du fait que créant ma boîte dans un domaine un peu incertain, j'aurais plus les capacités financières d'assumer une vie parisienne telle qu'on la vivait avant, surtout avec un enfant, etc. Donc, je pense que si on crée son activité en s'affranchissant un tout petit peu de cette logique-là de consommation, on peut s'en sortir. Et puis c'est un peu accompagné aussi par une espèce de philosophie dans l'air du temps, de Pierre Rabhi, de choses comme ça, enfin sur une espèce de sobriété heureuse, joyeuse. Voilà, on n'est pas obligé en permanence d'acheter des choses qui nous rendent pas heureux. On se crée des nécessités auxquelles on peut répondre grâce à un salaire gagné à contre-cœur.
Quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler, mais quand je suis en vacances, je continue à travailler quand même. Il y a plus de barrière. C'est pas de tout repos, c'est passionnant, mais ça fait vivre les choses de manière très forte. Est-ce que c'est vraiment un métier? Je sais pas. Est-ce que c'est pas une deuxième nature? C'est possible. Se lancer dans un truc aussi impliquant humainement, difficile économiquement et incertain, parce que moi je sais pas encore de quoi le mois de mai sera fait par exemple, j'ai pas de visibilité, donc je navigue à vue, je trouve ça hyper excitant. Il y a des gens que ça rendrait monstrueusement stressés. Aujourd'hui, 15 ans après, j'ai gardé un certain nombre d'amis avec lesquels j'ai fait mes études, qui sont restés dans ces très grosses boîtes, qui ont gravi les échelons, qui sont aujourd'hui à des postes de direction, qui ont des métiers qui ont l'air passionnants, très gratifiants en tout cas, avec beaucoup de responsabilités, avec des équipes à gérer, avec beaucoup de déplacements à l'international, des choses comme ça. Mais pour certains d'entre eux, je peux parfois me poser la question de ce qu'ils cultivent d'autres dans leur vie. Est-ce qu'ils ont vraiment l'occasion de laisser parler cette petite voix intérieure qui proposait autre chose? Je peux avoir sous les yeux le parcours de certains de mes copains ou camarades de promo et voir, oui, ce que j'aurais pu être aujourd'hui. De là à penser que ça me fait envie, je sais pas, je vais pas me fâcher à la fois avec les gens de L'Oréal et avec mes potes à cause d'un podcast. C'était un épisode réalisé par Sidney Clazen, interview Virginie Dumière et Ariel Koenig. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations sont un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Instagram, Facebook, YouTube, iTunes. N'oubliez pas de noter ce podcast. Sur une idée originale de Laurence Velli, les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez la bonne direction.